Est-ce que vous avez déjà fait de l'escape game ? Ça, c'est la première chose que je demandais à tous mes clients quand j'étais Game Master, parce que le concept reste encore assez nouveau en France, surtout en province, et si la réponse était non, j'adaptais mon briefing et ma façon de les gérer pendant le jeu, puisqu'une équipe de néophytes demande forcément un suivi plus soutenu. Sauf quand je devinais avoir devant moi des joueurs ou des joueuses. Alors si vous vous demandez comment on reconnaît de telles personnes, c'est d'abord une bonne dose d'intuition, d'un membre d'une espèce qui en reconnaît un autre, et l'observation de subtils signes distinctifs, comme un t-shirt Fallout ou un tatouage de la Triforce sur l'avant-bras d'une demoiselle. Mais bref, quand je me trouvais face à des gens qui jouent aux jeux vidéo, je savais que même s'ils n'avaient jamais mis les pieds dans une room, j'allais plus ou moins être tranquille, je savais qu'ils allaient bien se débrouiller. Et c'est logique, parce que l'escape game emprunte énormément au médium vidéoludique. Ça fait un peu plus de 10 ans que le concept existe, et forcément, les designers d'escape room ont pu s'inspirer de plus de 50 ans de jeux vidéo pour penser leurs expériences. Et c'est justement à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Quels sont les codes du jeu vidéo que les escape games reprennent à leur compte pour proposer des expériences ludiques et immersives? Et aussi, comment faut-il les adapter et les dépasser dans un contexte palpable pour que ça fonctionne pendant 1 heure et pour un public très diversifié? Pour nous aider cette fois-ci, on a pu discuter avec Alexis et Jordan, les co-créateurs de The Little Red Door, une salle strasbourgeoise. Ça va être vachement pratique. Entre escape et vidéo game, c'est parti pour un nouvel épisode de GND. Pour rappeler brièvement le concept, histoire de ne perdre personne en route, l'idée derrière l'escape game c'est d'enfermer un groupe dans une salle thématique. Pour en sortir, en général en moins d'1 heure, il faut fouiller la salle, résoudre des énigmes et bien souvent réussir une mission en lien avec le thème de la salle. Ça peut être s'échapper d'un asile, piquer des lingots d'or dans une banque ou récupérer un artefact quelconque dans le bureau d'un archéologue qui a bien évidemment fermé au préalable tous ses tiroirs avec des cadenas à chiffres. Comme dans les jeux vidéo, la progression dans les rooms se fait en boucle sur l'éternel schéma objectif, challenge, récompense. Bien souvent l'objectif c'est d'ouvrir une boîte, le challenge c'est résoudre l'énigme pour en trouver la clé, et la récompense c'est un objet ou une information qui va nous permettre d'attaquer une nouvelle boucle ou de réussir la mission finale. Alors quand je parle de boîte, ça peut être plein de choses, ça peut être littéralement une boîte, un petit coffret, mais ça peut aussi être un placard, un casier, une petite mallette, une bouteille, un énorme coffre-fort ou même tout simplement une autre pièce. À un niveau conceptuel, ça reste une boîte. Pareil pour la clé, ça peut être une vraie clé, mais ça peut aussi être un code à chiffres ou en lettres, un mot de passe d'ordinateur, des coordonnées sur une carte, ou encore des combinaisons de boutons à appuyer dans un certain ordre ou au même moment. Là où la boucle de l'escape va se différencier de celle du jeu vidéo, c'est sur la partie challenge, car elle ne se repose pas sur un gameplay standard qui se complexifie avec le temps. Par exemple, si vous prenez un jeu comme Hyper Light Drifter, au fur et à mesure, le challenge se renouvelle grâce aux nouvelles compétences qu'on débloque et par les compositions d'ennemis qui sont plus variées et plus fournies. C'est l'apprentissage et la maîtrise qui priment sur l'expérience. Dans l'escape game, ce n'est pas le cas, si dans le fond il y a toujours cette idée d'interaction sans notice, où l'enjeu est de comprendre plutôt que d'exécuter, dans les faits, les énigmes vont se reposer sur des idées ou des mécaniques complètement différentes. À un moment il peut y avoir une charade, et à un autre il peut y avoir un puzzle où il faut faire le lien entre 2 éléments distincts. Ici il y aura un code à décrypter par une méthode spécifique, et là-bas il faudra rediriger des rayons laser vers un endroit particulier pour ouvrir une porte. L'intérêt de cette diversité est multiple. D'abord, ça permet de constamment surprendre l'équipe et d'éviter le moindre sentiment de redite au fur et à mesure qu'elle progresse dans la salle. Ensuite, diversifier, c'est aussi s'assurer que tout le monde pourra participer de manière plus ou moins équivalente. On a tous notre propre façon d'observer, de réfléchir, et forcément, il y aura des types d'énigmes avec lesquels on sera plus à l'aise que d'autres. Et on peut intervenir à n'importe quel moment puisqu'il ne faut jamais avoir intégré préalablement des mécaniques spécifiques pour résoudre une énigme donnée. Il n'y a pas d'apprentissage progressif, donc pas de raison d'être largué. Mais les designers d'escape room doivent toujours garder à l'esprit une chose, le temps. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans la majorité des salles actuelles, il faut terminer le jeu en moins d'1 heure. Et même si tout le monde ne doit pas forcément y arriver, c'est important que les clients puissent au moins découvrir l'ensemble de la room et ses énigmes. Perdre c'est une chose, mais louper carrément la dernière salle cachée, ça fait un petit peu mal. Et malgré tout, l'idée c'est de passer un bon moment et de ne pas sortir complètement deg. Et c'est là que ça devient compliqué au niveau de la conception, puisque chaque énigme doit pouvoir être résolue sur un laps de temps assez précis et avec une marge d'erreur relative à l'ensemble des énigmes de la salle. Et comme dans le jeu vidéo, la meilleure arme pour arriver à régler ça, ce sont d'abord les playtests. Le truc, c'est que dans l'escape game, vu que c'est sur 1 heure de jeu, les bêta-tests, elles sont même pas importantes, elles sont primordiales, il y a même pas le choix. En fait, si tu te rends compte que les salles, 90% des équipes que t'as fait tester, ils le finissent en 1h30, c'est tout simplement que c'est trop dur, et là, tu peux baisser le niveau de l'énigme. Je dis n'importe quoi, mais imaginons que t'aies un objet A et un objet B qui vont ensemble, rien qu'en mettant un post-it avec un logo sur les deux, un truc
esthétique un minimum, mais voilà, tu sais déjà que les deux sont en lien, tu viens déjà d'enlever peut-être 2 minutes de réflexion, et tu peux aussi complexifier. Tu peux très bien avoir, je sais pas, une vue de quelque chose, et cette vue elle est inversée, cette vue elle est brouillée, cette vue elle a du retard de 2 secondes à chaque fois, enfin quelque chose comme ça, quoi. Et tu peux aussi tout simplement avoir quelque chose que toi techniquement tu dois te souvenir et repasser à l'autre endroit pour le refaire, au lieu de l'avoir juste à côté, des trucs comme ça, quoi. Ensuite, un autre moyen pour s'assurer qu'une équipe s'en sorte, c'est d'encourager au maximum la coopération au sein de celle-ci. Plus les gens communiquent entre eux, plus les idées circulent et plus les énigmes seront résolues rapidement. Et pour que ça arrive, il faut travailler sur le level design. Les designers peuvent forcer la coopération en créant des énigmes étalées dans l'espace et qui nécessitent des communications orales ou des manipulations en simultané. Par exemple, il peut y avoir un ordinateur sur lequel un joueur doit lire des instructions pendant que son coéquipier les exécute sur un puzzle dans une autre pièce. Ça peut aussi être différentes énigmes placées à différents endroits mais qu'on peut résoudre en même temps. Ça favorise la circulation des joueurs et joueuses et ça les encourage à s'organiser et se relayer pour les résoudre au mieux. Et pourquoi pas carrément forcer l'équipe à revenir en arrière en donnant un objet spécifique qui donne une nouvelle dimension à un espace déjà visité. Le coup classique est celui de la lampe à UV qu'on peut par exemple récupérer dans une troisième salle et qui permettra d'interagir avec des objets auparavant sans intérêt dans les deux premières. Un peu comme quand vous débloquez le double saut dans un Metroidvania et qu'en revenant au début du jeu vous découvrez une nouvelle zone en utilisant votre nouveau pouvoir. Enfin, en créant des entonnoirs grâce à des espaces un peu plus étroits, on peut s'assurer que l'équipe sera réunie à un endroit précis après avoir résolu plusieurs énigmes, histoire que tout le monde se mette à jour sur la progression et puisse se lancer dans une nouvelle phase d'exploration et de résolution avec tous les éléments précédents en tête. Mais quoi qu'on imagine en amont, il y a des choses que la conception ne peut pas prévoir, et certaines énigmes restent intrinsèquement problématiques pour certains groupes. Il y a des choses des fois où c'est genre juste auditif, donc ça va être des types de sons. Et il y a des gens, il y a des gens genre ils font de la musique ou quoi, ils font ça en 2 secondes. Et t'as des gens, ils sont incapables de faire la différence entre une note et une autre. Et du coup, dès qu'ils vont entendre une note et qu'ils doivent le reproduire, ils vont passer, ça veut dire 8 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Et là, tu tapes encore une différence sur ta timeline de 1 heure de quelqu'un qui va mettre 4 secondes et quelqu'un qui va mettre 8 minutes, quoi. Et c'est là que le Game Master trouve sa place. Au-delà de veiller au bon déroulement de la partie, que personne ne se blesse et ne casse le matériel, le maître du jeu va être la clé de voûte du design de la salle. Il voit tout, et c'est lui qui va justement avoir la main sur la timeline et qui va pouvoir intervenir pour rythmer au mieux la progression de l'équipe. Si elle est un peu en retard et qu'elle patine, un petit indice bien placé permettra d'avancer et de remotiver les troupes. Et si c'est vraiment la galère, on peut même influencer sur l'organisation du groupe et faire des recommandations sur les énigmes à venir sans non plus donner la réponse. A l'inverse, derrière une équipe expérimentée, il faudra savoir se mettre en retrait, tout en restant attentif au cas où une énigme précise prendrait beaucoup plus de temps que prévu, mais que le groupe est bien dans la timeline parce qu'il avait de l'avance. De toute façon, le Game Master, en vrai, c'est une pièce maîtresse du jeu qui fait partie du fait que tous les groupes sont vers la fin, à la finalité du jeu, alors que les groupes sont pas du tout égaux. Il y a des groupes, on a des scénarios, ils sont de 4 à 8 joueurs, entre 4 joueurs qui ont jamais fait d'escape game et 8 joueurs qui ont tous fait de l'escape game, qu'on en fait 20 chacun. La différence, elle est monumentale. Et pourtant, il faudrait que les deux soient vers la fin au même moment dans l'idée. Bah c'est comme quand Julien, le Game Master, disait que être Game Master, c'est être ingénieur du fun. Le but, au final, c'est de rendre le jeu ni trop dur ni trop facile pour que ça soit fun au final. Et je peux vous parler en connaissance de cause, ça prend pas mal de temps pour arriver à ce niveau-là, pour être réellement à l'aise avec une salle et savoir quand et comment intervenir en fonction de la situation. Il faut savoir lire la progression de l'équipe, doser ses indices pour ne pas qu'elle se sente non plus complètement portée, et trouver la bonne formulation pour aider sans donner la réponse. À moins qu'elle ne soit dans un tiroir que personne n'a pensé à ouvrir depuis une demi-heure. Une progression basée sur une boucle, un level design travaillé pour encourager une expérience spécifique, l'Escape reprend pas mal de codes du jeu vidéo pour les adapter à ses propres problématiques, à savoir le jeu en groupe et la résolution d'énigmes diverses. Mais au-delà de leur côté ludique, l'autre aspect des escape games qui attire beaucoup de monde, et particulièrement les joueurs, c'est l'immersion. Dans l'escape game, tout est palpable, tous les sens peuvent être stimulés, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Bon, en vrai, le goût, ça se fait pas trop pour des raisons d'hygiène, mais dans l'esprit, c'est possible. On est physiquement présent dans un lieu, et forcément, ça apporte aux concepteurs de nouvelles problématiques auxquelles les développeurs de jeux vidéo ne sont pas forcément confrontés. Bah, c'est vrai que dans les jeux vidéo, t'es limité, le jeu te dit ce que tu peux pas faire. Par exemple, moi j'ai déjà eu un bonhomme qui court dans le vide parce qu'au final il y a un mur invisible et tu peux pas aller plus loin dans l'escape game. Les seules limites que t'as, vu que t'es vraiment dans cette pièce, c'est ce que tu penses que tu peux ou non faire. Donc c'est pour ça aussi il y a des consignes au début qui viennent du coup limiter le champ du possible. Dire par exemple qu'il n'y a pas besoin de détruire la salle, d'arracher le sol, d'enlever le faux plafond. Du coup c'est ça qui permet aussi de se structurer pour savoir un petit peu
qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. En plus, il y a des règles qui sont vraies dans certaines rooms et pas dans d'autres, ce qui force parfois les concepteurs à expliciter certaines limites, en plaçant par exemple des stickers avec une main barrée sur des objets qu'il ne faut pas toucher, comme des prises électriques ou des décorations très fragiles. Mais la meilleure façon de limiter le champ des possibles, c'est encore de trouver des moyens d'attirer le regard et l'intérêt des équipes sur les objets ou les mécanismes avec lesquels il faut interagir. Dans le jeu vidéo, il y a pas mal de techniques pour encourager tel ou tel comportement. On peut penser au loop verbe dans Doom, qui jalonne le bon chemin à suivre, ou la couleur jaune dans The Last of Us, qui est toujours associée à des éléments avec lesquels l'interaction est possible. Dans les escape games, on emploie des techniques similaires. Par exemple, dans le manoir, tu vas avoir plein de bouquins, tu vas avoir plein de feuilles éparpillées ou quoi, mais tu vas en avoir par exemple une ou deux, imaginons, qui sont plastifiées. Si celles-ci sont plastifiées, tu vas savoir forcément que elles vont servir pour la mission ou ce genre de choses. Elles ont moins leur place, c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand il y a un truc en surbrillance, quoi, en gros. Donc du coup, tu vas sentir directement qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais forcément, pour la cohérence et l'immersion, ce n'est pas forcément optimal. L'idéal pour les concepteurs, c'est donc d'arriver à trouver des énigmes qui soient parfaitement cohérentes avec le scénario de la salle. Par exemple, si le scénario se déroule sur un bateau pirate, on va peut-être s'attendre à devoir utiliser une carte au trésor, à ouvrir des coffres fermés par des énormes cadenas ou répondre à des devinettes d'un perroquet. Par contre, si on tombe sur une grille de Sudoku pour trouver un code spécifique, ça risque de faire un peu tâche. Alors ça peut paraître con comme ça, mais il faut éviter les anachronismes et surtout arriver à satisfaire les attentes des joueurs et joueuses qui projettent forcément leur imagination dans le thème qu'on leur propose. Aussi, de plus en plus de salles tentent de s'émanciper des éternels cadenas. C'est vrai que quand on arrive dans une salle et qu'il y a simplement une douzaine de cadenas qui ferment des tiroirs et des placards, c'est pas hyper excitant. Si le scénario ne justifie pas vraiment leur présence, non seulement les puzzles prennent le pas sur l'aventure, mais en plus, ça peut vite devenir lourdingue de devoir essayer chaque code qu'on peut trouver sur tous les cadenas de la salle. Mais au-delà des objets qu'on va pouvoir trouver, c'est bien du travail artistique et esthétique fait sur les salles que va pouvoir naître le sentiment d'immersion. Bah alors du coup, pour faire ton immersion, il faut stimuler les sens, on va dire. Donc, alors oui, d'un côté, tu vas créer ton décor, donc tu vas, je sais pas, peindre, faire le sol, mettre des objets, etc. Mais c'est pas ça qui va faire toute l'immersion. C'est-à-dire que d'un côté, il faut aussi créer une ambiance lumineuse, une ambiance sonore, et créer, on va dire, ton immersion en faisant en sorte que le joueur ait l'impression d'être dans un lieu qui n'est pas un décor de jeu, mais un univers réel. Et pour créer cet univers, du coup, par exemple, tu peux avoir des personnages qui étaient là mais qui ne sont pas là pour X ou Y raison, et donc il peut y avoir leurs affaires, leurs bureaux dans les casiers, etc. avec, je sais pas, des photos de leurs enfants. Donc il y a l'idée de donner l'impression qu'il y avait ou qu'il y a des personnes qui sont pas là pour le moment, parce que par rapport, je sais pas, aux jeux vidéo, tu peux mettre des personnes qui interagissent avec toi, mais là c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut trouver un moyen de donner de la vie à ce décor. Et donc, tout simplement aussi en créant des fausses personnes, des traces de vie, que ce soit par, je sais pas, des enregistrements audio, vidéo, des cartes postales, etc., des écrits qui donnent l'impression que oui, tu es immergé non seulement dans un décor, mais dans ce monde-là que tu essayes de recréer. Donner vie à un univers par la décoration, raconter des histoires grâce à l'environnement et l'exploration de l'espace, des principes qui peuvent vous rappeler ceux du narrative design dont nous avions déjà parlé dans de précédents épisodes. Le narrative design, c'est l'ensemble des procédés narratifs employés pour amener le récit au joueur. On peut retrouver de très bons exemples de ces procédés dans Prey, qui brillent vraiment par l'histoire de son équipage, que le jeu raconte presque exclusivement à travers des indices visuels et sonores, puisque la majorité de l'équipage s'est faite massacrer. Il y a des audiologues, des mails entre les membres du personnel, des petites notes qu'ils se sont laissées les uns aux autres à certains endroits, et des mises en scène qui nous permettent de comprendre les moindres détails de la vie à bord, entre des relations amoureuses secrètes et des petites manigances pour profiter de la puissance des typhoons. Mais l'escape game, de par sa construction physique, peut aller encore plus loin dans ses principes de narration. Imaginez que vous êtes dans un vieux manoir, dès que vous rentrez, vous pouvez sentir l'odeur du vieux mobilier, vous pouvez deviner la poussière qui s'accumule dans les coins, vous pouvez toucher des objets dont la texture vous renverra à des souvenirs de babioles dans le grenier de vos grands-parents, ou que sais-je encore. Tout ça est palpable, provoque des sensations, nous renvoie à des choses que nous connaissons, qui appartiennent au réel, et forcément, c'est une façon de nous attraper, de nous immerger auquel le jeu vidéo ne peut pas prétendre, en tout cas pas aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs bien sur cet aspect que la concurrence entre les escape games se fait actuellement. Pour les concepteurs et les propriétaires, il faut toujours aller plus loin dans l'immersion, et les seules limites sont l'imagination et la thune. Mais dans l'idée, ouais, si tu peux avoir par exemple une pyramide et qu'ils ont réussi à faire du sable qui monte ou ce genre de choses, là c'est sûr que franchement, n'importe quel créateur d'escape game, il voit que quelqu'un a réussi à le faire, on y a tous pensé, mais on s'est tous dit c'est impossible, tu vas pas faire du sable qui monte, comment c'est possible? S'il y en a un qui arrive à le faire, tu diras c'était possible en fait. Ouais. Après il faut voir le budget aussi, ça coûte 8 fois le prix de ta salle juste pour avoir du sable qui monte.
Je suis pas sûr non plus que... Surtout la maintenance que tu Ouais, peux la avoir maintenance derrière, ça peut être complètement dingue. Faut voir ça aussi. De toute façon, c'est toute une question aussi du budget que t'as. Qu'est-ce que tu peux faire avec, quoi. 10 années après la naissance du concept, l'escape continue donc d'évoluer à grande vitesse. C'est la course à l'immersion et à la salle qui aura les meilleures idées et les décors les plus poussés. Il est de moins en moins question de tester des capacités logiques, mais plutôt de faire vivre des expériences mémorables en se basant sur nos fantasmes d'aventure nourris par la pop culture. Un credo qui n'est d'ailleurs pas si éloigné de ce qu'une partie du jeu vidéo AAA essaie de faire en ce moment, les productions Naughty Dog et Rockstar en tête. Désormais, vous devez un peu mieux comprendre pourquoi j'étais plus cool quand je savais que j'allais game masteriser des joueurs ou des joueuses. L'escape se repose sur énormément de codes propres aux jeux vidéo, et celles et ceux qui les pratiquent ont donc inconsciemment intégré des réflexes qui vont leur faciliter la vie dans une room. Par contre, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le jeu vidéo va à son tour s'inspirer de l'escape game et s'approprier ses codes? Et la réponse se trouve peut-être dans la sphère de la réalité virtuelle. Si la VR a encore du mal à percer, c'est parce que la majorité des expériences vidéoludiques qui dominent le marché aujourd'hui sont difficilement adaptables à ce modèle à cause de contraintes techniques ou ludiques. Les seules expériences qui semblent vraiment fonctionner sont basées sur des principes très spécifiques, ou alors ce sont justement des ersatz d'escape game. Et ça a du sens parce que la VR, c'est avant tout la promesse de l'exploration d'un espace de jeu et d'une immersion sans limite. Et elle a de nombreux avantages sur la conception. D'abord, elle peut multiplier l'espace de jeu réel. Imaginez que vous êtes dans une salle de 20 m², avec un casque ça peut se transformer en 100 m² en jouant sur des ascenseurs ou des téléporteurs et en habillant de différentes façons la même pièce. Vous êtes dans une seule salle mais vous pouvez traverser un vaisseau tout entier. Ensuite, si on repense au fameux problème du sable qu'il montrait dans une pyramide, rien de plus facile à faire dans un escape game en VR. Il a la possibilité de créer de la tension et de l'action dans tous les sens. Mais bien évidemment, ça ne remplacera jamais une éventuelle sensation d'avoir des grains de sable qui nous chatouillent les chevilles dans une room physique hyper aboutie. Cette possibilité de toucher, de sentir qui fait toute la différence. Et si on peut se demander si l'escape est une mode temporaire, je crois que le concept a encore un avenir certain, notamment de par ce côté palpable, mais aussi par son accessibilité. Si le prix reste élevé, il ne faut pas le nier, contrairement aux jeux vidéo, l'escape ne pose pas de barrière technologique qui intimide encore une partie du grand public. Et son design, qui favorise plutôt la diversité au challenge qui monte crescendo, fait que tout le monde peut s'impliquer à tout moment de l'aventure et sans être largué. Et pouvoir braquer une banque avec sa grand-mère qui résout des énigmes comme elle remplit des pages de mots croisés, ça n'a pas de prix. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, on a fait un petit pas de côté par rapport à ce qu'on propose d'habitude, et on espère que le résultat vous a plu. Si vous avez déjà fait de l'escape game et que vous avez des exemples d'énigmes sympas à partager sans trop spoiler, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça peut intéresser pas mal de monde. On se retrouve bientôt pour le dernier épisode de GND de cette année. Pour nous donner un coup de pouce, c'est sur notre page Tipeee, et pour ne rien louper, c'est sur notre page Twitter. Rendez-vous dans quelques semaines donc, cœur sur vos manettes et vos cadenas.